vers la présidentielle, l'interview sur Radio Classique et Public Sénat. Cécile Duflot, bonjour. On dit souvent que dans cette campagne, on ne va pas parler d'écologie ou on ne parle pas d'écologie. Eh bien, on va le faire ce matin car il y a pas mal d'informations concernant, vous le savez, la centrale de Penly puis la une de Libération sur l'affaire de l'Erika qui vont justifier des questions et des réponses. En attendant le meeting de Toulouse, est-ce que vous n'avez pas un peu le sentiment, parce que ça s'écrit beaucoup, que Mélenchon vous prend jour après jour les rares électeurs qui peuvent rester actuellement chez les Verts? Je vais vous répondre franchement, personne n'est propriétaire de ces électeurs. Et c'est pas les candidats... Il vous agace pas, ce Mélenchon? Non, il m'agace pas, parce que ce que j'aimerais, c'est que dans les semaines qui viennent, si vous voulez, j'ai l'impression de prendre rendez-vous en disant très bien. J'ai entendu tout ça pendant la campagne. La politique, ça s'arrête pas au soir de l'élection. Donc, dans les 5 ans qui viennent, alors sur un certain nombre de sujets, ce sera un allié. Et ses amis du Front de gauche, qui pour l'instant ne votent pas sur un certain nombre de sujets avec les écologistes, ont évolué. Bonne nouvelle. J'attends de voir. Vous savez, la politique, pas la preuve, comme elle disait il y a 5 ans. Moi, ça m'intéresse. Parce que la politique, c'est pas seulement un moment de communication. C'est ensuite des actes concrets. Il n'a pas l'air d'être victime du vote utile comme vous pouvez l'être, vous, actuellement. Alors, d'abord, je pense que on n'a pas encore le résultat de cette élection. Moi, vous savez, on a fait le choix de faire une campagne avec une candidate qui est différente, qui n'a pas l'habitude et le parcours de ceux qui font de la politique depuis 40 ans. Donc, évidemment, de temps en temps, ça peut susciter quelque chose de différent. Mais je pense qu'elle a commencer à installer la démonstration que la politique n'est pas réservée à quelques-uns. Et moi, j'aime bien le courage d'Eva Joly, la constance, le côté un peu décoiffant qu'elle peut avoir parfois. Je pense que ça fait du bien. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, ça aura fait du bien à cette campagne. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les électeurs, aujourd'hui, effectivement, je ne vais pas vous mentir, dans les sondages... C'est pas un triomphe. Voilà, mais on verra bien le 22 avril. Qui sait? Moi, je pense que au moment de mettre le bulletin dans l'urne, celles et ceux qui nous écoutent, ils peuvent se dire quel est le vote qui va être porteur dans les 5 ans qui viennent. Quel message ça va donner. Et moi, je pense que le message de l'écologie, aujourd'hui, il est absolument nécessaire. Mais vous êtes une responsable politique consciente. Est-ce que par moment, puisque tout à l'heure on évoquait justement les articles dans la presse, vous ne vous dites pas, moi, Placé et quelques autres, on a fait quand même une erreur en la soutenant dans cette aventure, qui est une aventure dont elle-même dit, encore une fois, à Sciences Po hier, qu'elle n'est pas une aventure fondamentalement faite pour elle? D'abord, je vais vous dire une chose. Un peu d'autocritique ne fait jamais de mal. C'est pas une question d'autocritique. Moi, je suis une responsable politique, comme vous dites. Donc, je fais avec les choses telles qu'elles sont. Et les choses telles qu'elles sont, c'est que nous avions fait le choix de faire une primaire de l'écologie. Cette primaire a eu lieu de manière d'ailleurs très intéressante avec plusieurs candidats et les participants à cette primaire, les 30 000 personnes, je crois, plus de 30 000 personnes qui ont voté, ont choisi la candidature d'Eva Joly. Donc, c'est parce que ce collectif a fait ce choix-là que c'est Eva Joly qui est candidate. C'est personne, aucun de nous à titre pendant individuel. la primaire, on qui va pas revenir sur la primaire, mais Hulot a été quand même gentiment flingué de l'intérieur par tout le monde. Non, donc après, il y a un vote qui est venu sanctionner le flingage. Ce que vous disiez ça à moi, parce qu'on m'a longtemps attribué le fait d'avoir soutenu davantage la candidature de Nicolas Hulot. Moi, ce que je dis, effectivement, et ce que j'ai dit à l'époque, c'est que je pense qu'il y a des attaques qui étaient des attaques absolument inutiles et pas bonnes dans le sens où la force des écologistes aujourd'hui est pas suffisamment importante pour qu'on ait les moyens de se diviser. Voilà. Et pourquoi aussi? Parce que quand on sait qu'on fait face à des enjeux qui sont des enjeux absolument cruciaux, comme la question du dérèglement climatique, comme la question de la transition énergétique, c'est des enjeux qui font qu'on n'a pas le droit de se diviser. Et moi, il se trouve que maintenant, il y a quelques années, on peut regarder mon parcours, ce qui a été ma constante depuis que je fais de la politique, c'est de travailler à ce rassemblement et d'essayer de faire en sorte que cette force collective soit la plus importante possible. Et c'est pour ça que l'élection présidentielle, qui est une élection autour d'une personne, c'est une élection qui est une élection différente, qui est une élection sans doute plus difficile pour les écologistes, mais ça ne veut pas dire que celles et ceux qui nous écoutent, celles et ceux qui nous regardent, pourront pas faire ce choix le 22 avril, en disant que c'est celui qui sera utile pour la suite. C'est vous parliez de Nicolas Hulot, quelques secondes sur cette question. Dominique Voynet a été très très ironique il y a 2 jours, Jean-Vincent Placé également hier. Vous lui demandez de s'engager définitivement pour Eva Joly. Il serait temps? Je vais pas faire de la langue de bois. Et donc je vais vous dire une chose, chacun fait comme il pense qu'il doit faire. Voilà, Nicolas Hulot, il s'était engagé à soutenir le candidat ou la candidate qui serait issue de la primaire, il a changé d'avis. C'est sa responsabilité, c'est son choix. Vous lui en voulez quelque part? Non, vous savez, moi je suis habituée maintenant à regarder devant et à faire avec les gens qui ont envie de faire avancer les choses. La question, c'est pas celle-là, c'est pas de se tordre le cerveau, la question c'est de savoir à un moment ou un autre que chacune et chacun a à la fois une responsabilité individuelle et collective. Individuelle quand on met le bulletin de vote dans l'urne.
On ne peut pas dire, et vous avez dit on va parler d'écologie, effectivement, vous savez, c'est pas parce qu'on vote pas pour les écologistes que ça va permettre que le dérèglement climatique disparaisse. C'est pas parce qu'on vote pas pour les écologistes qu'il n'y aura pas de problème avec le nucléaire. Sinon, ça se saurait. La réalité, c'est que les écologistes portent un message qui est un message sans doute plus complexe, mais peut-être aussi plus honnête, qui est de dire il faut qu'on sorte d'un modèle de développement qui nous emmène dans le mur, qui est basé sur le gaspillage des richesses. Et moi, je suis une femme politique, avec les contraintes que ça a, avec les difficultés, avec les compromis, avec des moments qui sont difficiles. Mais je dis, il faut agir. On ne peut pas simplement soit constater, soit essayer d'alerter. Il faut prendre les clés et utiliser les leviers de l'action publique pour dire, voilà, on engage la transition énergétique, ça veut dire pour nous qu'effectivement, on engage la sortie du nucléaire, qu'on travaille avec l'ensemble de ces familles et de ces foyers qui n'ont pas les moyens de se chauffer pour avoir une vraie politique d'économie d'énergie. Mais François Hollande, il n'est pas écologiste. Voilà, c'est ce qu'aura démontré cette campagne. Mais bien sûr, et je vais vous dire pourquoi. Parce que si on attendait que les écologistes soient majoritaires à eux seuls, on pourrait encore attendre longtemps. Et ça me désole. Et j'œuvre pour faire en sorte que ce soit et que ça aille plus vite, parce que je pense qu'on a besoin des écologistes. Et je pense aussi, et je vais vous le dire très franchement, que peut-être qu'il y a un effet de génération. Je ne suis pas négatif quand je dis ça, mais je ne comprends pas comment des gens intelligents, qui travaillent, qui lisent, qui ont vu effectivement ce qui s'est passé à Fukushima, et vous parliez de Panly. Qu'est-ce que ça veut dire Panly, si ça devient aussi grave? Restons sur l'aspect politique. Mais c'est très politique, c'est très politique. Je vous dis qu'il y a une génération, François Hollande en fait partie, d'autres en font partie. J'ai lu le livre de François Hollande. J'aurais peut-être pas dû, ça m'a filé un petit coup de bourdon. Parce que il y a cette espèce d'incompréhension totale de la nécessité, pas seulement d'aller vers un meilleur partage des richesses, pas seulement de sortir de la crise financière, mais de se dire de manière très pragmatique, s'il y a des vols de câbles, de cuivre qui font que les trains s'arrêtent ou qu'il y a des toits d'église qui disparaissent, c'est parce que la hausse des matières premières est considérable, comme la hausse du prix de l'alimentaire. Et pourquoi ? Parce qu'on va vers l'épuisement des ressources naturelles, parce qu'on est sur une planète aux ressources limitées. C'est pas très compliqué. Il n'a pas conscience de l'environnement, alors c'est ça? Du problème environnemental. J'allais dire de manière gentille, c'est pas son truc. Mais sauf que même si c'est pas son truc, même si c'est le truc de personne, la réalité aujourd'hui, c'est qu'il faut affronter la crise écologique. Et à ce titre-là, je reconnais que Jean-Luc Mélenchon, au moins dans le discours, même si c'est pas dans les pratiques et dans les votes de tous ses amis, parce que on peut pas à la fois dire qu'effectivement on est devenu écologiste, faire un discours qui d'ailleurs n'était pas mauvais à Clermont-Ferrand, mais faire en sorte que les gens qui le soutenaient dans la salle, qui l'applaudissaient, qui sont les élus de Clermont-Ferrand du Front de gauche, ont dans le même temps voté pour soutenir un incinérateur géant. Ce que je demande, moi, c'est de la cohérence. Et d'ailleurs, vous me parliez de Nicolas Hulot, de tout le monde, de la cohérence. Et j'assume, comme d'autres, comme les écologistes qui font de la politique, de dire aujourd'hui, si on veut que les choses bougent, il suffit pas ni d'alerter, ni de dire attention, ni d'essayer de compter sur la bonne foi ou les efforts des uns et des autres. Il faut prendre les choses en main et utiliser les leviers là où on peut le faire. Plongeons vers la Saône-et-Loire. Déjà, Arnaud Montebourg a prévu de lancer des candidatures dissidentes par rapport aux accords qui avaient été signés. Donc ça veut peut-être dire que si vous êtes à 2 ou 3%, beaucoup de gens ou des barons du PS ou à gauche dans beaucoup de régions ne respecteront pas l'accord. On s'en fout, Monsieur Durand, de ce que dit Arnaud Montebourg, en l'occurrence là-dessus. Pour la bonne et simple raison. Si globalement, sur les 63 circonscriptions, vous vous retrouvez face à vous... Je vais reprendre les choses. Il se trouve que je suis la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, que j'ai engagé mon mouvement dans le fait de faire un accord, ce qui est pénible. C'est pas forcément facile, c'est pas forcément lisible. Et je vais vous dire, ceux qui prennent des grandes postures en disant nous on se mêle pas de ça, nous on est au-dessus de tout ça. La vérité, c'est que si on veut effectivement qu'il y ait des écologistes à l'Assemblée nationale, est-ce que c'est normal que sur 577 députés, en France, en 2012, il y ait 3 députés écologistes? Est-ce que c'est le poids de l'écologie? 3 sur 677. Mélenchon il va le dire, c'est prévu, nous sommes 15%, ou peut-être nous ferons 15% avec son présidentiel. Donc où sont les députés communistes, où sont les députés du Front de gauche? Mais moi je suis pour la proportionnelle, Monsieur Durand. Et si effectivement il y avait un score très important des uns ou des autres, je souhaite qu'ils aient des parlementaires à l'Assemblée nationale, comme dans tous les pays européens. Donc cet accord, il engage mon mouvement, il engage le Parti socialiste. Nous l'avons fait dans la transparence. C'est pas des négociations en cachette. On a assumé, y compris le débat sur les sujets de fond. Vous avez pu constater qu'on n'est pas d'accord. Les socialistes ne sont pas devenus écologistes et les écologistes ne sont pas devenus socialistes. C'est un accord, c'est un compromis, c'est une façon de penser aussi qu'on peut participer à une majorité ou dans le débat, dans la discussion, avec un peu de rapport de force, mais aussi avec un peu de conviction, parce que moi je me pique que nous soyons un certain nombre qui permettent de convaincre certains socialistes. Et donc cet accord, tous les responsables socialistes qui comptent ont dit qu'ils seraient respectés, et je propose maintenant qu'on passe à un sujet suivant. Par ailleurs, la politique, l'avantage c'est que la vie répond, donc le 17 juin, on pourra faire un point très précis de ce qui s'est passé ou pas. Parlons justement d'écologie. L'affaire de Panly, EDF ce matin, il y a quelques heures, vient de dire que ce qui s'était passé, c'est-à-dire effectivement cette fuite, était complètement maîtrisée. Vous les croyez ou pas?
Dans votre cas, certainement pas. Je vais vous dire une chose, il se trouve que j'étais en déplacement hier sur la Loire et que quand j'ai appris ce qui s'était passé, je l'ai appris un peu de façon incidente et j'ai demandé à une des personnes qui travaille avec moi, donne-moi des informations. La Loire, je vous dis juste en passant, la Loire qui a augmenté, dont la température a augmenté de 2 degrés depuis les années 70, dont un certain nombre de poissons disparaissent parce qu'ils peuvent plus, des poissons migrateurs qui peuvent plus se reproduire. Quand je parle du dérèglement climatique, quand je parle de tous ces sujets, moi qui fais le tour de France, qui était en Afrique, au Sénégal, au Congrès des Verts mondiaux, je peux vous dire que c'est une réalité. Et donc il me dit, je reçois un SMS, absolument pas grave, juste quelques fumées, c'est ça le premier communiqué d'EDF, quelques fumées. Incendie. Non, quelques fumées, déclenchement du détecteur de fumée, arrêt du réacteur. Et Puis ce petit matin, à donc, petit, toute on dit la ce ne sont pas des fumées, en fait c'est un incendie. Pourquoi il y a un incendie autour du circuit primaire? Elles viennent d'où ces flaques d'huile? Enfin, donc c'est un incendie et ensuite on apprend que c'est pas seulement un incendie mais qu'il y a aussi une fuite qui était une fuite très importante du circuit primaire, c'est-à-dire au cœur du réacteur. Donc si vous voulez, le nucléaire à la française et le nucléaire d'ailleurs en général c'est toujours ça, c'est-à-dire qu'il faut tirer très fort sur la ficelle parce qu'on essaie toujours de dire c'est pas grave, c'est jamais grave. Je pense très sérieusement au vu des informations dont on dispose que c'est un incident très sérieux mais que ça n'est pas une catastrophe, il faut dire les choses. Et je vous dis, au vu des informations dont on dispose, mais simplement ces informations-là, au fil de la journée d'hier, on voit bien qu'elles ont évolué parce que les informations ont été données au début. Il y a un manque de transparence autour du nucléaire. Pourquoi ? De façon très simple, parce que la réalité, c'est que s'il se passe la même chose qu'à Fukushima, à Panly, ce que évidemment je ne souhaite pas, il faut quand même comprendre ce que ça veut dire pour un écologiste ou une écologiste qui depuis des années imagine le risque nucléaire, d'être confronté à cette réalité. Ça veut dire, et je le dis parce qu'il se trouve que j'ai de la famille qui vit là-bas, qui a plus de Dieppe, qui a plus d'habitants au Tréport pendant des centaines d'années, et il se trouve qu'on peut faire différemment. Pourquoi il faut engager la sortie du nucléaire? Parce que si on décide de mettre autant de moyens, autant de volonté politique qu'on l'a mis quand on a couvert la France de réacteurs, alors on peut sortir du nucléaire. Et voilà pourquoi c'est intéressant de faire de la politique. Voilà pourquoi je suis une écologiste qui a participé et qui participe aux mobilisations antinucléaires, qui me suis félicitée qu'il y ait 60 000 personnes pour faire une chaîne humaine contre le nucléaire, mais qui dit qu'en même temps, il faut être aux endroits où ça se décide. Et quand vous lisez à la une de Libération ce matin qu'effectivement il y a une réflexion autour de la Cour de cassation pour savoir, parce que c'est donc quelque chose qui a été décidé, qui commence à fuiter un petit peu partout dans la presse, mais que l'affaire de l'Erika ne serait peut-être pas bouclée, contrairement à ce qu'on a cru, affaire qui remonte à il y a 13 ans, mais qu'à cause de la position du bateau qui aurait commencé à fuir dans les eaux internationales et pas dans les eaux françaises, mais il n'est pas du tout certain que Total sera condamné. Donc vous dites quoi? Que c'est totalement écœurant. Enfin, bien sûr, les arguties juridiques pourrait, mais j'espère que ce ne sera pas le cas et que la Cour de cassation ne prendra pas cette décision, pourrait permettre d'exonérer de fait Total de sa responsabilité, alors qu'il est absolument évident que ce bateau a commis un préjudice écologique considérable aux côtes et que c'était Total qui était l'affréteur de ce bateau. Donc la législation a changé, sans doute ce serait plus possible aujourd'hui, mais évidemment que la législation n'a changé que parce que les catastrophes ont provoqué cette situation-là. Donc aller vers une meilleure législation qui empêche ceux qui transportent ces cargaisons, finalement, de pouvoir prendre des risques en toute impunité, c'est absolument indispensable. Mais là, il y aurait un scandale à la fois juridique et moral si la Cour de cassation décidait de casser le jugement. Vous parliez tout à l'heure des convictions de François Hollande en disant c'est pas son truc. On se souvient qu'il y a eu le Grenelle de l'environnement, puis qu'à un moment, le président de la République a abandonné la taxe carbone. Mais au fond, s'ils le font, c'est probablement pas parce que c'est pas leur truc, c'est parce qu'ils sentent peut-être que les Français, en cette période de crise, ils n'ont plus cette sensibilité. Mais c'est pas ils ont d'autres priorités. Moi, je vais vous répondre de façon très claire. D'abord, ils préfèrent se concentrer sur leur pouvoir d'achat, sur l'emploi. D'abord, quand on fait de la politique, c'est pas parce que c'est son truc ou parce que c'est à la mode. Et oui, moi, je fais un reproche. Non, mais il y a peut-être français que les Français ont basculé. Peut-être que ça les concerne plus. Mais la question, c'est de savoir est-ce qu'il faut faire ce qu'il est bon de faire pour la population ou ce qui est à la mode ou ce qu'on rend à la mode. Ou ce qu'on rend à la mode. Parce qu'au moment où Nicolas Sarkozy a décidé de faire le Grenelle de l'environnement, il s'habillait quasiment en vert tous les jours, il était devenu plus écolo qu'écolo. Et je vais vous dire les choses très franchement, s'il était allé jusqu'au bout, et c'est aussi pour ça que je suis allée comme d'autres, le rencontrer pour parler taxe carbone, pourquoi pas? Moi, je crois toujours que face à des défis qui sont considérables, un des premiers rendez-vous internationaux du président de la République, ce sera le sommet de Rio+20. Oui, il y aura le G20, mais il y aura aussi Rio+20. 20 ans après le sommet de la Terre, qu'est-ce qu'on a fait? Pas assez.
Et il se trouve quand même, et là vous pouvez dire c'est pas son truc, ça intéresse pas Non, les j'ai gens. pas dit ça justement, j'ai dit que les On n'a Français pas- visiblement ont changé de priorité. Et oui, sauf qu'on n'a pas de planète de rechange, Monsieur Durand. Et il se trouve en plus que quand on engage la transformation écologique de l'économie, on en voit la démonstration en Allemagne sur l'énergie, c'est créateur d'emplois durables et non délocalisables. Et donc ça répond à la crise. Et pourquoi ça répond à la crise? Parce que la crise qu'on connaît, c'est pas une crise conjoncturelle, c'est la crise d'un modèle de développement, celui du gaspillage des ressources naturelles, celui de l'ultra court terme. Et les écologistes disent qu'on peut sortir de cette crise en s'attaquant à ses racines, pas simplement à ses symptômes du moment. Merci beaucoup Cécile Dufaux d'être venue nous voir ce matin, donc, sur l'antenne de Radio Classique et de Public Sénat. Non, mais je n'ai pas de lunettes noires, moi, ça va très Bon très week-end, bien. Guillaume. Bon week-end.